Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Saha alaykoum. Salam khair. J'espère que vous avez passé un bon week-end à l'Aid. Et donc, nous allons continuer avec notre série de présentations sur donc, dans le module de physiopathologie pour les troisième années toujours. Nous allons présenter aujourd'hui la physiopathologie des occlusions intestinales aiguës. Donc, on va essayer d'attendre un peu que le nombre d'auditeurs augmente. Donc, vous allez voir que on a essayé de ne pas vous donner ce qui est classiquement connu déjà. Donc, bien sûr, il y aura des rappels. On va essayer essentiellement de parler de physiopathologie, et essentiellement des mécanismes et conséquences physiopathologiques de cette maladie. Nous aborderons essentiellement médicale. Donc, je ne vais pas parler, pardon, je ne parlerai pas trop du côté chirurgical que vous allez voir tout au long de votre cursus. Et parce que, bien sûr, nous n'avons pas le temps aussi de tout présenter à la fois dans une présentation de moins d'une heure. Et qu'il y a d'autres qui sont mieux placés que moi pour en parler. Voilà. Donc, nous attendons un petit moment. J'espère que vous avez apprécié nos présentations. Et donc, il reste tout disponible sur le site. Et dans la même disposition que nous avons faite, on donnera à la fin de cette présentation un petit questionnaire que vous êtes invité à y répondre, pour tester vos connaissances et en même temps pour voir est-ce que l'enseignement a atteint ses objectifs. Voilà, donc nous allons commencer. Physiopathologie de l'occlusion intestinale, en commençant par des généralités, quelques définitions très importantes, les mécanismes physiopathologiques des différents types d'occlusion intestinale, leurs conséquences, et enfin, on terminera par une petite revue de quelques cas cliniques pour illustrer ce que nous avons dit pendant la présentation. Donc, pour définir l'occlusion intestinale, c'est une entité où il y a un arrêt total ou partiel de la progression du contenu intestinal et que cet arrêt de transit, comme on le sait, va dépendre de deux grands éléments, donc de la lumière intestinale et du péristaltisme. C'est-à-dire que, en fait, pour que le transit se fasse normalement, il faut la vacuité de la lumière intestinale, qu'elle doit être intègre, et un péristaltisme efficace. Et donc, de par l'atteinte de ces deux mécanismes, nous divisons les occlusions intestinales, donc l'arrêt du transit, par soit une atteinte mécanique, c'est-à-dire physique, au niveau de la lumière intestinale, une obstruction ou une strangulation, sachant que la deuxième entité, on va le voir, va faire participer les éléments vasculaires de la perfusion intestinale, et l'arrêt du péristaltisme, donc qu'on appellera aussi occlusion réflexe, enfin les élius réflexes, ou occlusion fonctionnelle. Il y a le terme aussi d'occlusion dynamique et d'occlusion adynamique, qui est dynamique, c'est l'occlusion mécanique, vu qu'il y a encore préservation du péristaltisme. Donc, il y a une tentative de franchir l'obstacle par le tube digestif. Et c'est pour ça que, généralement, cliniquement, nous aurons une augmentation du péristaltisme initialement. Par contre, avec des bruits intestinaux. Par contre, dans les occlusions fonctionnelles, où il y a une atteinte du péristaltisme au secondaire, le péristaltisme va induire
donc une adynamie, une diminution ou une absence du péristaltisme intestinal. Voilà. Plusieurs éléments doivent être distingués dans les occlusions intestinales. Ces éléments vont avoir des conséquences physiopathologiques et cliniques différentes. Par exemple, on fait la distinction entre les occlusions simples et les occlusions par strangulation, donc occlusion simple ou obstruction et occlusion par strangulation. Parce que, comme nous avons dit, dans la strangulation, nous avons une participation, il y a un étranglement du paquet vasculaire. Donc, non seulement il y a l'occlusion, il y a l'arrêt du transit, il y a un obstacle infranchissable, mais aussi nous avons une ischémie veineuse ou artérielle, c'est-à-dire un défaut de perfusion du tissu digestif, dans le tissu intestinal, qui est précoce à cause de cette obstruction vasculaire. Et c'est ce qui fait en fait la gravité, nous le verrons tout à l'heure. Il y a aussi les occlusions hautes, gréliques, et les occlusions basses ou coliques, qui vont être différents sur le plan du tableau clinique, mais aussi des conséquences et de la gravité. Généralement, les occlusions hautes sont graves, plus graves que les occlusions basses, mais il y a des exceptions, il y a des particularités. Nous parlons aussi d'occlusion aiguë et d'occlusion chronique. Nous allons bien sûr voir aujourd'hui les occlusions intestinales aiguës, mais il y a des formes de subocclusion ou d'occlusion chronique avec des syndromes occlusifs répétés, des tableaux d'occlusion répétés qui se trouvent dans le cadre de pathologie générale ou de pathologie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est donc dans le cadre de dites d'occlusion transitoire, donc où l'obstacle peut être contourné d'une maladie artériomateuse de l'artère mésentérique ou bien permanente. Donc, compte tenu de toutes ces variables, la gravité du tableau de l'occlusion peut être assez grave, très grave, voire même mortelle, selon le site, comme nous avons dit, mais aussi la cause. Une strangulation n'est pas comme un corps étranger. Il y a une différence aussi en rapport avec le pronostic global du patient. Est-ce qu'il a une pathologie, des comorbidités associées? Est-ce qu'il a une maladie tumorale qui est en train d'être à l'origine de cette occlusion? Mais aussi du temps de prise en charge et de diagnostic. Donc, plus le temps, plus l'occlusion dure, plus il y aura des conséquences qui vont s'installer, les conséquences que nous allons voir lors de la présentation. Voilà. Donc, globalement, la sémiologie, je ne vais pas on va pas faire de cours de sémiologie, ça va nous prendre trop de temps et je pense que vous avez déjà très bien étudié la sémiologie digestive et vous êtes déjà donc familier avec les types d'occlusion, avec le tableau clinique de l'occlusion intestinale, avec sa triade de signes fonctionnels, douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz, associé à un ballonnement abdominal, à un météorisme. On voit bien ici sur ce tableau donc aussi qu'il y a des différences entre les occlusions gréliques hautes et les occlusions coliques qui sont moins fréquentes. Donc ces deux, voilà, vous avez sur ce tableau les grandes différences. On ne va pas faire l'inventaire de cette symptomatologie, comme je vous ai dit, et de ces signes cliniques qui restent donc globalement. C'est un tableau abdominal aigu, associant, comme nous avons dit, des vomissements qui sont plus précoces dans les atteintes gréliques, des arrêts des matières et des gaz qui sont plus tardifs dans les atteintes gréliques que dans les atteintes coliques, et un météorisme qui est plus modéré dans les atteintes gréliques que dans les atteintes coliques. Vous le comprenez bien. Passons rapidement au mécanisme physiopathologique à l'origine de l'occlusion. Comme nous avons dit, nous avons les occlusions mécaniques. Nous citerons donc, vu la gravité de cette fibreuse abdominale, généralement secondaire à une intervention chirurgicale, c'est-à-dire qui se voit plus ou moins tardivement chirurgicale. Dans certains cas, moins de 5% des cas, elles sont primitives, c'est-à-dire qu'il y a des adhérences qu'on ne peut pas expliquer par
une intervention sur l'abdomen. Ça peut être une inflammation qui passe inaperçue ou par exemple, suite à d'autres pathologies abdominales. Nous avons aussi l'étranglement herniaire. Donc, l'orifice herniaire va laisser sortir du contenu digestif. Généralement, c'est de l'épiplan, mais dans certains cas aussi, il y a donc la sortie donc d'une once intestinale qui va après donc quelques temps d'évolution avoir donc va se retrouver resserré dans cet orifice et induire ce qu'on appelle donc un étranglement herniaire qui va aussi être à l'origine donc d'une occlusion avec une atteinte du paquet vasculaire. Le volvulus, qui est une torsion d'une partie du tube digestif ou de l'intestin ou du l'anse intestinal sur elle-même, avec donc cette torsion va aussi étrangler, comme nous avons dit, le paquet vasculaire. Nous avons aussi les invaginations intestinales. Voilà, par exemple, une bride avec donc l'insertion d'une anse intestinale sous cette bride qui va donc se resserrer au fur et à mesure avec donc à cause donc du phénomène de rétraction fibreuse. Il y a aussi la possibilité que cette bride ne prenne pas la totalité de l'anse, donc une partie donnant donc des syndromes subocclusifs. Nous avons ici, comme nous voyons, donc un segment d'amont et un segment d'aval qui sont aplatis, donc qui ne sont pas pris par la bride ici, et une boucle intestinale qui se retrouve écrasée par la bride. Nous voyons ici un exemple d'hernie inguinale ou donc d'étranglement herniaire. Voilà un exemple d'invagination. Voilà, donc c'est la pénétration d'une anse intestinale dans une autre. Et donc, ça va prendre avec elle le paquet vasculaire. Voilà un exemple de volvulus du sigmoïde, où nous voyons donc une torsion l'anse, enfin du sigmoïde autour de son axe, avec donc la, 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 la strangulation donc, qui va prendre le paquet vasculaire et induire une ischémie rapidement après l'évolution, donc après le volvulus. Pour les obstructions simples, c'est-à-dire présence d'un obstacle intrinsèque ou extrinsèque, c'est généralement des tumeurs, donc des tumeurs bénignes ou malignes, des lipomes ou plus fréquemment des adénocarcinomes. Parfois rarement donc des tumeurs secondaires. Nous avons aussi donc les corps étrangers tels que des calculs biliaires, des bézoars, etc., ou bien la présence de parasites, des helminths. Pour les obstructions extrinsèques, ça sera plutôt par compression, par une adénopathie, par exemple, des adénomégalies, des tumeurs, des masses abdominales de toutes sortes, ou bien parfois une infiltration pariétale dans le cadre d'une sténose tumorale, par exemple. Nous passons maintenant aux occlusions non mécaniques, adynamiques, c'est-à-dire aux occlusions fonctionnelles, avec donc le premier mécanisme qui est donc l'inflammation, ce qu'on appelle les iléus réflexes, donc qui sont généralement un arrêt du péristaltisme secondaire à l'action de cytokines pro-inflammatoires libérées par le site d'inflammation donc local, une appendicite, une péritonite ou un abcès intra-abdominal par exemple, ou bien une pancréatite. Ces cytokines donc vont agir sur le muscle lisse intestinal et induire l'arrêt de la contraction, en fait, la sidération de ce muscle. On peut donc généralement faire l'analogie entre la raideur, par exemple, méningée suite à une inflammation méningée. Donc, nous avons aussi, par exemple, en cas de tendinite, une raideur musculaire autour de la tendinite. Donc, il y a donc les réactions de cytokines, enfin les cytokines pro-inflammatoires ont cette tendance, dans certaines formes de réactions inflammatoires, essentiellement polynucléaires à macrophages, à induire un arrêt de la contraction musculaire brutale.
Les troubles métaboliques aussi, hein, avec les troubles de stabilité de la membrane neuronale et de la membrane musculaire lisse, essentiellement donc l'hypokaliémie, mais aussi les hypocalcémies, les hypomagnésémies peuvent participer ou produire des occlusions fonctionnelles. Nous avons aussi certaines prises médicamenteuses, telles que les antidépresseurs et les neuroleptiques, qui agissent sur la motricité digestive, sur la dopamine essentiellement, mais aussi sur les autres parties du système sympathique, parasympathique et le système non adrénergique, non cholinergique du tube digestif. Les maladies système, essentiellement la sclérodermie systémique et certaines pathologies neurologiques induisant donc des occlusions idiopathiques. Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous avons dit à peu près. Nous avons des systèmes activateurs, des systèmes inhibiteurs de la motricité digestive. Les différentes réactions inflammatoires, médicamenteuses vont modifier ces systèmes activateurs et inhibiteurs. Donc, ils vont modifier la stimulation sympathique et la stimulation parasympathique. Par exemple, dans certaines situations, essentiellement après une pathologie, après un stress majeur, nous avons dans certains cas une augmentation du système sympathique par rapport au système parasympathique, induisant donc un arrêt du péristaltisme. On le voit par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome d'Ogilvie, donc la pseudo-obstruction colique d'Ogilvie, que nous verrons tout à l'heure, où il y a une augmentation de la stimulation sympathique. Nous avons aussi donc les altérations de certains neurotransmetteurs, tels que les anticholinergiques, qui vont aussi inhiber ces systèmes. Donc, on le voit aussi dans les neuroleptiques et certains antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine, sur différentes substances, telles que la substance P, etc. Ou bien sûr aussi ceux qui vont agir sur la noradrénaline, la dopamine, comme nous avons dit, qui peuvent être à l'origine de ces troubles neuromusculaires sur l'atteinte musculaire lisse, par exemple les neuroleptiques et la dopamine, comme nous le savons dans les centres des dopaminergiques, on va dire. Donc, ils augmentent la dopamine et peuvent être à l'origine d'occlusions fonctionnelles. Alors, maintenant, après avoir fait l'inventaire des mécanismes physiopathologiques à l'origine de la plupart des occlusions intestinales, quelle est la conséquence, ou quelles sont les conséquences d'une occlusion intestinale aiguë? Donc, pour commencer, déjà, on va parler de l'occlusion intestinale simple, c'est-à-dire une obstruction banale, une tumeur, un corps étranger, qui va empêcher donc la progression du contenu digestif. Donc, quand cette obstruction va se mettre, enfin, quand il y aura une obstruction, là, le péristaltisme va continuer, il va essayer de lutter contre cette obstruction. Ce péristaltisme va donc en essayant de franchir cette obstruction, mais nous savons que cette obstruction est infranchissable vu qu'on est en occlusion. Il va y avoir une accumulation en amont de cette obstruction du contenu digestif. Donc, le contenu digestif est constitué de quoi? Il est constitué d'aliments, de liquide sécrété par le tube digestif, mais aussi d'air, de gaz. Ces gaz proviennent d'où? Donc, nous savons qu'ils proviennent essentiellement de la respiration, donc de la quantité d'air que nous avalons lorsque nous avalons de la salive, lorsque nous respirons. Donc, il y a une partie de l'air qui va passer dans le tube digestif. Ce gaz a un rôle important, hein, et on va le voir, il permet de maintenir un équilibre bactérien. Il permet d'oxygéner une partie donc de la muqueuse digestive, hein, puisque la muqueuse digestive est oxygénée en partie par l'air inspiré et par la perfusion. Mais ce contenu donc d'air contient de l'azote à 70%, de l'oxygène, du CO2 et d'autres gaz tels que l'hydrogène et le méthane. Donc le CO2 et l'oxygène peuvent diffuser librement à travers la paroi intestinale et donc être expiré. Par contre, l'azote, lui, est un gaz inerte, donc il va augmenter. Il y aura une augmentation progressive et assez rapidement donc dans l'intestin. Cette augmentation du gaz intestinal, de l'azote, va induire une distension de la lumière intestinale.
intestinale en amont de l'obstacle va induire une obstruction luminale et de la tension pariétale. On va voir que cette est un élément majeur. Cette distension, donc, elle est due essentiellement au gaz, au liquide aussi, mais essentiellement au gaz en réalité. Et donc, elle a un rôle majeur dans les modifications physiopathologiques de la perfusion de la paroi intestinale et dans les modifications physiopathologiques qu'on va voir. Donc, on va retenir augmentation des gaz intra-intestinaux, essentiellement de l'azote, qui est donc produit non pas par la fermentation bactérienne ou bien par la respiration bactérienne ou intestinale, mais plutôt par l'air que nous avalons. Donc, la pose, par exemple, d'une sonde nasogastrique permet d'évacuer cet air, ce gaz, surtout si on met une petite aspiration. Même si on n'évacue pas beaucoup de liquide, même si on n'évacue pas de liquide du tout, les gaz sont aspirés assez facilement par une sonde nasogastrique et donc nous aurons rapidement, enfin, nous aurons une action assez donc, sur les conséquences, une action bénéfique, voilà, sur les conséquences physiopathologiques de l'occlusion intestinale. Voilà. Donc, en plus de ce gaz qui, comme nous avons dit, qui va distendre cet intestin, nous avons aussi des liquides. Ces liquides proviennent d'où? Et alors, ils proviennent de l'alimentation, mais aussi et surtout, en grande quantité, de sécrétions digestives, des sécrétions intestinales, salivaires, gastriques, biliaires, pancréatiques, etc., comme vous pouvez le voir sur ces tableaux-là. Alors, ces pertes hydroélectrolytiques donc il y aura persistance des sécrétions, parce que physiologiquement, donc, le tube digestif est en train d'essayer d'éliminer un obstacle, de digérer. Donc, il y aura une sécrétion qui va se poursuivre, mais ces sécrétions ne seront pas absorbées parce que généralement, l'absorption des liquides se fait essentiellement au niveau colique. Donc, vous pouvez le voir, donc, une grande partie où les, le liquide qui est en plus dans notre intestin est absorbé au niveau du côlon et de l'iléon. Mais étant donné que cet obstacle peut se faire à n'importe quel endroit, s'il se fait donc si on a une obstruction grélique, nous aurons un liquide qui va s'accumuler au niveau du grêle et qui va induire une perte hydroélectrolytique et une déshydratation. Alors, selon le type de liquide ou selon le niveau de l'obstruction, nous aurons une perte soit de liquide essentiellement gastrique et salivaire, donc avec une perte de potassium en grande quantité, avec donc comme conséquence une hypokaliémie, ou bien et aussi de chlore. Donc, quand nous avons plus l'occlusion est haute, plus l'hypokaliémie est marquée et plus aussi l'hypochlorémie est importante, sachant que l'hypochlorémie est à l'origine d'une alcalose métabolique. Par contre, si l'occlusion est plus basse, donc nous aurons le temps de réabsorber le potassium et le chlore qui se trouvent au niveau qui est sécrété au niveau gastrique, mais le HCO3- sécrété ainsi que le sodium ne seront pas réabsorbés et donc nous aurons une acidose par perte d'HCO3- et une hyponatrémie. Aussi, une hypocalémie peut se voir dans ce cas-là, mais elle sera moins marquée que dans les occlusions hautes. Il faut savoir aussi que ces pertes hydroélectrolytiques sont dues aussi au vomissement, donc en plus des liquides accumulés au niveau intestinal, parce qu'il faut savoir que ces liquides proviennent du plasma, proviennent du milieu extracellulaire, du milieu intérieur. Et donc, s'ils proviennent du milieu intérieur, s'ils sont au niveau intestinal et qu'ils ne sont pas réabsorbés, c'est une déshydratation qui va s'installer puisque c'est des liquides qui ne sont effectivement pas extériorisés, mais qui ne sont pas non plus dans la circulation sanguine. Donc, nous aurons une déshydratation. Des vomissements vont aussi aggraver ce tableau et plus, on a dit, plus l'occlusion est haute, plus les vomissements sont importants. Il y a aussi, il faut savoir que nous verrons une inflammation qui va s'installer à cause de cette distension et cette inflammation va induire une augmentation de la perméabilité intestinale et donc une
une extravasation de liquide à travers ces capillaires. Ces capillaires donc, vont évacuer le liquide dans la lumière intestinale, mais aussi dans la séreuse intestinale. Et donc, nous aurons du liquide au niveau du péritoine, donc une acide qui va aggraver ce troisième secteur intra-abdominal. Associé à ça, bien sûr, les manques d'apport, généralement, donc le tableau clinique, la douleur, etc., les lissements vont faire que le patient ne va plus s'alimenter et ne va plus boire, donc avec donc, l'anorexie qui va s'installer. Comme nous avons dit, nous avons une hypokaliémie, une hyponatrémie, donc comme trouble hydroélectrolytique, mais les troubles acido-basiques sont divers et variés, ils peuvent s'associer et à être à l'origine donc de troubles assez complexes qui vont nous faire dire que, par exemple, une alcalose métabolique va s'installer par perte de chlore et donc de H+, associé à cause des pertes gastriques, essentiellement dans les occlusions hautes. Mais il faut savoir que même une autre occlusion, une occlusion basse ou une occlusion haute peut être à l'origine d'une hypovolémie, avec donc activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'aldostérone, comme vous le savez, est une hormone qui va agir au niveau du contourné distal, induire une activation des échangeurs sodium-potassium, mais aussi sodium H+. Donc, nous aurons une perte de potassium et de H+, par voie urinaire. Et donc, une perte de H+ urinaire va être à l'origine d'une alcalose métabolique par hypovolémie que nous appelons donc l'alcalose de contraction. Bon, c'est un terme qui est impropre, mais c'est ce qui vous trouverez par exemple dans certains documents. Donc, le fait d'avoir une alcalose métabolique va nous orienter vers une occlusion haute, mais il n'est pas nécessaire que l'occlusion soit haute pour qu'il y ait une alcalose métabolique. Une acidose métabolique à 3 anionique non élevée par perte d'HCO3- peut être retrouvée. Donc, je vous rappelle que le 3 anionique, c'est la différence entre les cations. Généralement, on utilise le sodium et les anions, chlore et HCO3-. On peut utiliser le potassium aussi comme cation. Donc, la norme est inférieure à 12. Si nous avons une acidose métabolique avec un 3 anionique qui reste inférieur à 12 ou à 16 si nous utilisons le potassium, c'est-à-dire que c'est une occlusion qui est probablement basse, mais une acidose métabolique peut se retrouver ou peut être associée à un 3 anionique élevé, par exemple en cas d'insuffisance rénale aiguë associée. Généralement, donc, la déshydratation et l'hypovolémie induisent une insuffisance rénale aiguë, comme vous le savez, donc donne une acidose à 3 anionique élevée. Une acidose lactique peut se retrouver aussi, donc c'est une acidose à 3 anionique élevée qui peut s'associer, essentiellement lorsqu'on a une hypoperfusion. Cette hypoperfusion peut être générale, donc dans le cadre d'un choc hypovolémique, mais aussi si nous avons une hypoperfusion de l'intestin, donc de l'anse intestinale ou des anses intestinales ischémiées, par exemple à cause donc de la strangulation, ou on verra la distension. Donc, comme je vous l'ai dit, la distension est un élément important dans la physiopathologie. Et donc, s'il y a une augmentation de la pression luminale, qu'elle dépasse la pression capillaire, elle va les écraser. Donc, l'écrasement des capillaires vasculaires, des capillaires intestinaux, cet écrasement des capillaires intestinaux va être à l'origine d'une hypoperfusion intestinale et d'une acidose lactique, un métabolisme anaérobie. Il peut y avoir des troubles respiratoires qui peuvent venir s'associer à tout ça. Donc, on verra une hypoventilation par syndrome du compartiment abdominal, donc un défaut du mouvement du diaphragme, induisant donc une insuffisance respiratoire aiguë, mais aussi une alcalose respiratoire à cause donc d'une hyperventilation suite à, par exemple, si le patient est algique, s'il est agité, donc s'il est douloureux, s'il est agité, ou s'il a une hypoxie ou une hypoxémie qui va s'installer à cause de l'état de choc, par exemple. Donc, les troubles acido-basiques sont très importants, il faut les rechercher, on ne peut pas les déduire juste par le tableau du patient. Et donc, la prise en charge thérapeutique va être conditionnée par ce trouble métabolique. Et entre autres, donc sur le plan médical, l'équilibre hydroélectrolytique et acido-basique est d'une importance capitale dans la prise en charge de nos patients. Revoyez donc cette partie pour essayer d'expliquer ça et d'essayer donc de comprendre effectivement ce qui se passe. J'espère que nous aurons le temps de faire les troubles acido-basiques pour revenir en détail sur cette partie. Alors,
Nous aurons aussi des conséquences circulatoires. Donc, vous aurez imaginé, vous aurez vu, enfin, vous aurez compris que la distension abdominale, enfin, la distension, pardon, intestinale va augmenter la pression intraluminale. Cette augmentation, comme nous avons dit, dépend de la loi de Laplace. Donc, elle dépend de la pression et du rayon. Et donc, si en fait cette augmentation de pression va écraser les capillaires, va les agresser. Donc, cet écrasement capillaire va être à l'origine, comme nous avons dit, d'une hypoperfusion intestinale, mais aussi cette hypoperfusion sera à l'origine d'une inflammation intestinale avec augmentation de la perméabilité, une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité, et donc une augmentation des pertes intestinales de liquide, et donc une hypovolémie. Hypovolémie induisant un bas débit cardiaque, donc une diminution de la perfusion de l'organisme. Avec l'hypoperfusion locale, ça va encore aggraver l'ischémie intestinale. C'est l'installation de l'ischémie intestinale de la nécrose qui va faire le plus grande gravité en fait de l'occlusion intestinale. Nous allons voir avec donc les conséquences infectieuses. Donc nous avons une hypovolémie qui va induire une baisse du débit cardiaque, une baisse de la pression veineuse centrale et donc une baisse de la perfusion des organes, avec donc la stimulation sympathique qui va s'installer, la vasoconstriction sympathique qui va s'installer pour essayer de perfuser les organes nobles. Or, cette vasoconstriction va aggraver l'hypoperfusion intestinale et donc nous aurons un cercle vicieux qui va s'installer avec hypoperfusion aussi rénale, installation d'une insuffisance rénale aiguë à cause de toute cette panoplie d'hypotension et d'hypovolémie. Donc, qui va s'installer, défaillance d'organes. Nous avons dit aussi que l'augmentation de la pression intraluminale va augmenter la pression intra-abdominale. Si elle dépasse un certain niveau de 20-25 mm de mercure et qu'elle est persistante, nous aurons ce qu'on appelle un syndrome un syndrome du compartiment abdominal avec hyperpression intra-abdominale. Cette hypertension intra-abdominale va écraser la veine cave qui est déjà donc en hypotension, donc il y a une baisse de pression veineuse. Cet écrasement va induire une hypoperfusion des organes, une hypoperfusion des organes intra-abdominaux, une ischémie hépatique, une ischémie intestinale, mais aussi une ischémie rénale, donc avec insuffisance rénale aiguë. En plus de cette augmentation de la pression intra-abdominale va empêcher, comme vous pouvez le voir ici, le jeu diaphragmatique. Donc, elle va diminuer la compliance thoracique et donc induire une hypoventilation avec hypercapnie, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, stase veineuse, hypoxie, ischémie splanchnique, oligoanurie, tout ça vont concourir à une défaillance multiviscérale. Enfin, les complications ou les conséquences infectieuses, qui sont donc l'ultime complication de cette cascade. En fait, comme nous avons dit, cette distension abdominale cette distension abdominale va être à l'origine d'une modification de la flore bactérienne à cause notamment, comme nous avons dit, de la diminution de l'oxygénation intestinale. Comme vous pouvez le voir ici, il existe un gradient de l'estomac vers le côlon en termes de nombre et de qualité des bactéries. Donc, nous avons un nombre inférieur de bactéries au niveau du tube digestif haut par rapport au tube digestif bas. Ça peut aller de 10 à 10 3 bactéries par gramme au niveau d'estomac, allant jusqu'à 10 puissance 12 ou 10 puissance 14 bactéries par gramme au niveau du côlon. Donc, nous avons beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines. Ces bactéries sont aussi différentes. Donc, au niveau de l'intestin grêle, donc, nous avons plutôt des streptocoques, des lactobacilles, donc des germes moins pathogènes, alors qu'au niveau du côlon, nous avons plutôt des anaérobies, des bactérioïdes, mais aussi donc des aéroanaérobies facultatives telles que les Escherichia coli. Alors, cette flore bactérienne va être déséquilibrée donc, à cause de cette stase, parce qu'en fait, qu'est-ce qui permet ce gradient donc, de bactéries, enfin ce gradient de flore bactérienne ou de microbiote, c'est le pH digestif. Le pH acide élimine certaines bactéries.
c'est l'oxygène. Alors, il faut savoir que l'oxygénation du tube digestif haut est plus importante physiologiquement que l'oxygénation du tube digestif bas. Donc, si nous avons assez d'oxygène, nous aurons moins de bactéries anaérobies, alors que nous savons que dans ce cas-là, nous avons une hypoxie intestinale et donc moins d'oxygène et donc la prolifération des anaérobies va se faire. Mais aussi et surtout le péristaltisme. Donc, comme nous le savons, la progression du chimie, du suc gastrique et la progression du contenu intestinal ne va pas permettre aux bactéries d'adhérer et de se multiplier dans un endroit donné. Et donc, le péristaltisme évite cette pullulation microbienne au niveau du tube digestif haut. Par contre, si nous avons une stase, nous aurons un défaut de péristaltisme et donc nous aurons une pullulation microbienne plus importante. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, au niveau interne, au niveau intraluminal, nous avons beaucoup de bactéries et surtout beaucoup d'anaérobies, alors qu'au niveau de la paroi intestinale, nous avons plus d'oxygène et donc moins de bactéries, moins d'anaérobies, plutôt des aéroanaérobies facultatives qui sont plus bénéfiques. Mais si nous avons une ischémie et une hypoperfusion intestinale, nous aurons donc une hypoxie intestinale et une pullulation de ces microbes, même donc les anaérobies, même à la surface de la muqueuse intestinale. Et cette atteinte va induire une translocation bactérienne. Une translocation bactérienne, donc c'est-à-dire que les bactéries vont traverser la paroi parce qu'elle est plus friable et plus fragile, et surtout parce que eux, ils arrivent à se multiplier plus parce qu'il y a moins d'oxygène. Cette translocation va passer donc à travers le sang et induire une septicémie avec un choc septique, un choc endotoxinique, un choc septique suite à la pullulation microbienne et à la translocation microbienne, qui va aggraver donc l'hypoperfusion intestinale, qui va aggraver le tableau clinique et induire un syndrome de défense viscérale qui va être à l'origine, qui va aboutir au décès du patient. Donc, l'oxygène joue un rôle important dans l'oxygénation intestinale est extrêmement importante dans la physiopathologie de l'occlusion intestinale. En fait, c'est l'objectif de la prise en charge et médicale et chirurgicale, c'est de rétablir cette oxygénation. Effectivement, l'objectif primaire, c'est d'arrêter la cause de tout ce problème, mais en attendant, pour permettre donc une chirurgie adéquate, une oxygénation de l'organisme et une oxygénation intestinale est importante et elle doit faire l'objet donc d'une réanimation agressive et intensive. Donc, on pouvait le voir ici, donc l'oxygénation intestinale est déjà, donc il y a un gradient donc d'oxygénation de l'estomac vers le côlon, comme vous pouvez le voir. Donc, le côlon est déjà en hypoxie physiologique, en fait, et l'intestin grêle est plus oxygéné, mais il est aussi en hypoxie, en fait, physiologiquement. Et cette hypoxie va concerner essentiellement le sommet des villosités. Donc, comme vous pouvez le voir, le sommet des villosités, les villosités sont physiologiquement à cause de cette perfusion en contre-courant, en anse. Donc, à cause de cette perfusion, nous avons une hypoxie physiologique. Cette hypoxie physiologique va faire que les cellules villositaires sont à leur maximum d'adaptation à l'hypoxie. Et donc, dès que nous avons une diminution de la perfusion intestinale à cause donc de cette distension, initialement, mais après à cause de l'hypovolémie, à cause de l'inflammation, donc nous aurons moins d'oxygène qui va arriver aux villosités. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les villosités, c'est elles qui permettent la réabsorption de liquide. Et donc, dès que nous avons une hypoxie, c'est la réabsorption qui va être altérée en premier, alors que la sécrétion est maintenue parce qu'on sait que les cryptes sont plus oxygénés. Et donc, dès que nous avons, ils ne feront pas être altérés initialement par l'hypoperfusion. Donc, initialement, l'hypoperfusion ne touchera pas les cryptes, donc la sécrétion va continuer, alors que la réabsorption ne se fait pas, et donc ça va augmenter l'hypovolémie et la déshydratation. Il y a aussi, bien sûr, ce que nous avons dit, quand nous avons une obstruction veineuse, nous aurons un retour veineux, une augmentation de la pression veineuse, et comme vous pouvez le voir, la pression artérielle est très faible au sommet des villosités, donc une pression veineuse un peu augmentée va induire une diminution de la perfusion des sommets des villosités et donc ce qu'on appelle une ischémie veineuse, qui est une ischémie donc hémorragique.
fait, il y aura une ischémie avec du sang qui est désoxygéné qui va, qui va perdurer, donnant une nécrose hémorragique. Voilà, pour simplifier, c'est à peu près ça. Il y a d'autres mécanismes un peu plus complexes, mais globalement, nécessité d'une perfusion intestinale, nécessité d'une oxygénation intestinale. Donc, oxygéner les patients, perfuser les patients est un élément capital pour rétablir la fonctionnalité intestinale en attendant une chirurgie ou en préparation d'une chirurgie. En résumé, toutes ces conséquences sont diverses et variées. Donc, avant une accumulation de gaz intra-intestinal par les gaz ingérés par les liquides intestinaux qui va essayer d'augmenter avec l'augmentation du péristaltisme et qui, comme nous avons dit, est maintenu alors que la résorption est inhibée, entre autres par l'hypoxie villositaire. Il y a un désordre des veines par écrasement donc des vénules par la distension pariétale, donc une ischémie pariétale. Cette hypoxie pariétale va induire une altération de la perméabilité pariétale avec une augmentation donc, de leur perméabilité et une augmentation de l'équilibre et une pullulation microbienne avec déséquilibre entre les anaérobies et les aérobies, avec augmentation des anaérobies et diminution des aérobies. Voilà, global, cette hypovolémie qui est au centre en fait des mécanismes physiopathologiques, puisque cette hypovolémie va induire une insuffisance rénale, va induire une oligurie, une hémoconcentration, une tachycardie, une baisse du débit cardiaque et une hypoperfusion intestinale et une perfusion de l'organe. Particulièrement, la strangulation est grave puisqu'il y a précocement cette altération de la perfusion. Donc, dans la strangulation, nous n'avons pas que la distension qui est à l'origine de l'hypoperfusion intestinale. Donc, dans les phénomènes d'obstruction simple, c'est la distension qui sera à l'origine de l'hypoperfusion, de l'hypoxie intestinale. Dans la strangulation, cette hypoperfusion sera très précoce et donc les phénomènes de pullulation microbienne et de translocation microbienne et de choc rapide et plus précoce, et donc la gravité du tableau clinique qui dépend, comme nous avons dit, essentiellement de la perfusion et de l'hypoxie de l'hypoxie intestinale sera plus précoce. Quelques autres situations particulières pour faire un peu des autres. Donc, nous avons dit donc l'apparition des cliniques est plus tardive, moins de déshydratation, donc moins d'hypoperfusion, mais il faut savoir que, comme nous avons dit, le tissu, enfin la muqueuse colique est en hypoxie physiologiquement, et donc l'hypoperfusion sera plus marquée sur la muqueuse colique. En fait, pour faire simple, quand on voit un grêle qui est noir, qui est bleu, on sait que sa muqueuse est aussi donc en hypoperfusion. Quand il est rose, on sait que sa muqueuse est en perfusion normale. En fait, séreuse est un de la muqueuse dans l'intestin grêle parce que l'intestin grêle, en temps normal déjà, enfin, il y a une meilleure oxygénation. Alors que le côlon, étant donné la muqueuse colique et en hypoxie physiologique plus importante, plus marquée, même si la paroi séreuse colique est intacte, la muqueuse, on ne sait pas. Donc il faudra mieux la réanimer et être plus rapide dans sa prise en charge. Il y a aussi dans les deux cas, il peut y avoir une perforation, essentiellement en cas de strangulation. Mais par la loi de Laplace, nous savons que la loi de Laplace dit que la tension pariétale est égale à la pression fois le rayon. Plus le rayon est important, plus la tension est importante. Et comme la partie la plus dilatée physiologiquement de l'intestin est le cécum, nous avons ce qu'on appelle une perforation diastatique, pas diastolique. Perforation diastatique, c'est le correcteur qui a fait une erreur. Et donc la perforation diastatique du cécum à cause donc d'une occlusion intestinale, par exemple sigmoïdienne. Nous avons aussi ce qu'on appelle la pseudo-obstruction colique d'Ogilvie, le syndrome d'Ogilvie, donc qui est l'apanage de sujets âgés, surtout avec des terrains de comorbidité. Vous voyez le contexte pathologique et thérapeutique dans ce tableau-là, où nous avons donc surtout des patients avec traumatisme grave, avec infection sévère, une pathologie cardiaque telle qu'un infarctus.
qui vont augmenter donc les systèmes sympathiques et diminuer les parasympathiques. Comme nous savons que le système sympathique est un inhibiteur de la motricité digestive et de la motricité colique en particulier, nous aurons une dilatation par arrêt de cette motricité et donc une dilatation qui peut être grave puisque cette dilatation peut être à l'origine donc de tous les phénomènes que nous venons de citer, de distension et d'hypoxie intestinale et de translocation bactérienne. Donc la mortalité peut atteindre jusqu'à 40% dans le syndrome de Gilles. Les lignus paralytiques, nous en avons parlé. Voilà les causes d'occlusion intestinale donc mécanique, que ce soit le petit intestin grêle ou le gros intestin, le côlon, donc les adhésions, donc que ce soit acquises post-inflammatoires, post-chirurgicales ou primitives, les hernies inguinales, etc., hernies ombilicales, les hernies de l'abdomen, les hernies plus rares, telles que les hernies de Spiegel, les hernies de Brochtalek, les tumeurs, lymphomes, tumeurs malignes ou bénignes, lipomes, etc., les maladies inflammatoires de l'intestin, vascularite, Crohn, radiothérapie, des causes plus rares telles que l'ilius biliaire, les corps étrangers, les bézoars, etc. Pour le côlon, c'est le volvulus du sigmoïde, le volvulus du sécom, les hernies, les cancers colorectaux et les maladies inflammatoires de l'intestin. Nous allons faire une petite revue de quelques cas d'occlusion avec une imagerie pour passer le temps et pour finir un peu. On peut voir ici, par exemple, le cas d'une patiente de 37 ans qui a été césarisée avec donc un syndrome occlusif post-opératoire. À la TDM, donc nous voyons cette image donc de densité hétérogène avec présence de bulles d'air à l'intérieur qui signe en fait un peu une infection. Donc c'est une collection infectée. C'était en fait une infection donc d'un corps étranger, d'une compresse qui a été oubliée dans l'abdomen. Donc un textilome, ce qu'on appelle le textilome. Donc ce textilome avec cette infection autour va induire, comme nous avons dit, la libération de cytokines et un ileus paralytique qui était à l'origine de ce tableau obstructif. Nous avons ici un bézoar, un trichobézoar, c'est-à-dire une boule de poils et de cheveux chez des patients qui ont tendance à avoir une pathologie, une anomalie psychiatrique de trichotillomanie, donc ou de trichophagie, donc qui mangent les poils, les cheveux. Donc vous voyez ici au niveau de la flèche jaune un trichobézoar gastrique. Et ici le trichobézoar qui était à l'origine d'une occlusion intestinale, trichobézoar grélique. Voilà le trichobézoar qui a été enlevé. Donc les deux. En voyant l'image d'un patient qui est hospitalisé chez nous, enfin, que nous avons vu, qui est hospitalisé en médecine interne pour un syndrome rare de ce qu'on appelle donc le syndrome de la pince aortomésentérique, où nous voyons une dilatation gastrique énorme avec, vous voyez, la sonde nasogastrique qui est à l'intérieur, donc avec l'absence de gaz au niveau du reste de l'abdomen. Donc nous avons un abdomen plat, ce qu'on appelle donc les occlusions à abdomen plat, avec donc la présence d'un petit niveau ici au niveau duodénal et la sténose, enfin la sténose qui était en fait due à un angle entre l'aorte et l'artère mésentérique qui était donc serré et qui a écrasé le duodénum, le duodénum. Voilà, une autre forme donc avec la pince entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte. Donc là, le syndrome de la pince orthomésentérique, qui est donc un syndrome rare, qui se voit lorsque la graisse duodénale, donc la graisse mésentérique, est diminuée dans le cadre d'une dénutrition sévère. Voilà, ce qui était le cas chez notre patient, par exemple. Donc, je remercie mes amis internistes de m'avoir fourni ces images et donc pour la présentation. Essentiellement, docteur Benoît. Nous avons aussi ici donc une hernie de gueule, une hernie assez rare qui survient au niveau de la paroi intérieure abdominale, de l'abdomen, pardon. Donc où nous avons donc un contenu sigmoïdien, donc du sigmoïde qui est dans le sac herniaire et qui a été donc étranglé par
Voilà d'autres exemples d'occlusion. Ici, nous avons une strangulation avec donc un tourbillon intestinal, donc un tourbillon grélique, avec des niveaux hydroaériques dans cette ASP de profil. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Voici par exemple un autre type de volvulus, donc c'est un volvulus sécal. Ici, nous avons une hernie inguinale avec donc du contenu sigmoïdien ici, et donc qui est à l'origine de cette occlusion. Nous avons aussi un autre volvulus, mais cette fois, donc, vous voyez à l'ASP l'image typique en grain de café. Donc un grain de café central avec le tourbillon, donc ici donc le volvulus du grêle. Voilà, d'autres cas plus rares, par exemple ici nous avons une occlusion colique sur compression extrinsèque par un globe vésical. Nous pouvons aussi donc voir d'autres types d'occlusions, tels que le fécalome ici, un fécalome important donc qui a induit donc l'obstruction rectale sigmoïdienne. Donc des occlusions d'origine tumorale, par exemple ici nous avons une distension importante avec la présence d'une tumeur qui c'était donc une tumeur maligne, un cancer du côlon avec la présence donc de métastases hépatiques. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, comme nous avons dit, je vous ai promis essentiellement des explications physiopathologiques parce que c'est le module de physiopathologie. Je pense que les tableaux cliniques, les étiologies, les formes radiologiques, la chirurgie vous sera présentée au fur et à mesure de votre cursus. La prise en charge médicale aussi sera plus détaillée, mais là, vous avez les bases de cette prise en charge médicale et vous aurez, quand vous allez étudier la prise en charge médicale des occlusions intestinales, vous allez pas revenir sur les explications, ça vous allez revenir, mais vous avez déjà une base en tête et vous allez pouvoir avancer mieux, je pense, j'espère en tout cas. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.